Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes le mardi 13 août déjà, et oui, au lendemain de la clôture des Jeux Olympiques. L'esprit olympique règne encore à Miramas. Le Kenya était à l'honneur hier soir. Ils s'y sont préparés, ils se devaient donc d'y repasser pour faire une dernière salutation. Au lendemain de cette fin des JO, les athlètes kenyans se sont emparés du village des Marques en début de soirée, une cérémonie de clôture spéciale où la petite centaine de Miramasséens présente a pu profiter une dernière fois des champions qui s'entraînent chez eux pour les JO depuis 3 ans maintenant. Reportage signé Joe Temple. Dans la file pour prendre une photo avec les champions, on s'interroge sur les médailles. Peut-on les toucher ou doit-on se contenter de les regarder ? Autour de son cou, elle en a 2 en or. Béatrice Chebet enchaîne les selfies avec une patience déconcertante pour le bonheur de ses fans miramasséens. La délégation kenyane, quand on s'intéresse un peu au sport d'endurance, c'est les meilleurs et depuis très très longtemps. On rêve quand même si on a 25, 30, 40 ans, ça ne change pas. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as touché la médaille ? Bien, c'était lourd un peu. C'est émouvant, c'est touchant, voilà, c'est top. Un beau moment offert par la délégation kenyane qui souhaitait remercier la ville et ses bénévoles pour leur travail effectué depuis 3 ans maintenant. C'est vraiment important pour nous de revenir à Miramas parce que nous devons rendre hommage. Miramas a été avec nous, a travaillé avec nous, nous a accueillis. C'est tout à fait naturel de revenir ici et de dire merci. Avec 11 médailles, dont 4 en or pour le Kenya, Miramas a laissé entrevoir de quoi elle était capable. Il n'y a pas que le Kenya qui frappe à la porte en ce moment. Il y a une partie du Maghreb et africains qui sont intéressés pour venir. Ils ont regardé ce qui s'est passé. Mais bon, moi, je ne suis pas un centre international, donc il y a quand même des limites. Mais on va avoir des discussions aussi, bien sûr. Mais la priorité pour nous, c'était le Kenya. Mais je sais qu'il va y avoir des relations dans quelques mois pour parler d'autres pays qui veulent venir s'entraîner l'hiver en Provence. Si le maire de la ville, Frédéric Vigourou, en plaisante, pour le moment, Miramas s'est confirmé avec ses JO comme véritable point névralgique de l'athlétisme français et international. Et tout au long des JO, Marseille a fait vivre l'expérience olympique à ses habitants. Le Club 2024, vous savez, cette fan zone dont on vous a beaucoup parlé, installée sur les plages du Prado, a trouvé son public. Pour tout vous dire, sur toute la période, ce sont près de 200 000 personnes qui ont profité de ce lieu. Au cœur de l'actualité, cet énorme incendie en Grèce. Il a déjà ravagé plus de 440 000 hectares de végétation, rasé plusieurs villages et se dirige droit vers Athènes, la capitale. Des renforts sont donc envoyés depuis toute l'Europe et la France, qui a répondu à l'appel avec 180 sapeurs-pompiers envoyés sur place, dont 6 actuellement en poste dans les Bouches-du-Rhône. Un premier contingent a d'ailleurs pris le départ ce matin depuis Brignoles, dans le Var. Un long périple est prévu par voie terrestre et maritime pour faire descendre des véhicules d'intervention et surtout de grosses réserves d'eau. Les marins-pompiers, de leur côté, les marins-pompiers de Marseille ont mené une opération plutôt inhabituelle hier soir. Aux alentours des 22h20, 25 membres du bataillon se sont rendus sur l'avenue Pierre-Mendès-France, tout près de l'escale Borelli, suite à un accident entre un bus et une voiture. Saison estivale oblige, le bus était bien rempli. 12 blessés légers ont été pris en charge, dont 4 transportés à l'hôpital en situation d'urgence relative. Plus d'infos sur cet incident sur notre site maritima.fr. Et puis à la page enseignement, oui, on est encore en vacances et on se projette déjà sur la rentrée. Drôle de surprise à quelques semaines de cette rentrée scolaire. À Saucé, les parents d'élèves de l'école Victor Hugo ont appris qu'un arrêté de péril a été pris sur l'établissement. Au cours de chantiers de rénovation, des défauts structurels ont été révélés. L'école n'est donc pas en mesure d'accueillir les petits Saucétois à la rentrée 2024. Maxime Marchand, le maire de Saucé, s'adresse aux habitants dans une vidéo sur les réseaux sociaux de la ville. En voici un extrait. Suite
à des incidents techniques sur la structure, j'ai demandé un diagnostic approfondi de l'école Victor Hugo. Ce diagnostic a révélé des problèmes structurels majeurs, nécessitant une suspension immédiate du chantier pour des raisons de sécurité évidentes. Pour la sécurité de nos enfants, et par principe de précaution, une étude complémentaire a été réalisée. Malheureusement, les conclusions de cette étude sont sans appel et confirment que les charpentes présentent des défauts de mise en œuvre importants qui sont susceptibles de créer des désordres irréversibles tels que des ruptures de barres et des effondrements partiels. En conséquence, j'ai été contraint de prendre un arrêté de péril sur l'école Victor Hugo. C'est pourquoi il ne sera pas possible d'y accueillir des enfants à la rentrée de septembre 2024. Afin d'assurer la continuité pédagogique, nous sommes dans l'obligation de transférer toutes les classes à l'école Jules Ferry pour l'année 2024-2025. Avec l'éducation nationale et la préfecture, nous allons veiller à ce que l'école Jules Ferry soit prête à accueillir nos élèves dans des conditions de sécurité optimales. Je comprends que cette situation puisse susciter des inquiétudes. Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour trouver des solutions rapides et efficaces face à cette situation exceptionnelle. Avec les enseignants, avec les parents d'élèves, avec les agents, tout sera fait pour que la rentrée 2024 puisse se passer dans des conditions optimales. Une information qui n'a pas fini de faire du bruit à 15 jours de la rentrée scolaire. On suivra ça de près, comptez sur nous. Environnement à présent, à Carreau, le vilain drapeau rouge a été remplacé par le vert autorisant à nouveau la baignade. La plage était fermée depuis hier pour cause de pollution suite au prélèvement de l'ARS PACA, l'agence régionale de santé. Alors comment expliquer ce pic de pollution soudain? Écoutez Cyrielle Blazikowski. Le drapeau vert flotte à nouveau au-dessus de la plage du village de Carreau. Depuis lundi, la baignade y était proscrite suite au prélèvement réalisé par l'agence régionale de santé. Ceci montrait un dépassement des seuils de paramètres microbiologiques, c'est-à-dire que des bactéries, en l'occurrence la bactérie Escherichia coli, ont proliféré en trop grand nombre dans les eaux de la plage de Carreau. Cette bactérie provient souvent de rejets d'eau usée. L'origine de cette pollution n'a pas été déterminée. Mais selon Loïc Atterman, ingénieur d'études sanitaires à l'ARS PACA, l'eau plus chaude peut influencer les niveaux de contamination car les bactéries s'y développent plus facilement. Actuellement, la mer Méditerranée connaît une hausse de température anormale. Elle a atteint les 30 degrés la semaine dernière au large de Monaco. Loïc Atterman précise que le réchauffement climatique n'est pas à l'origine des pics de pollution, mais peut être un facteur. Mais pas d'inquiétude, les risques de pollution sont connus des communes qui se doivent de limiter au maximum les rejets d'eau usée pour éviter toute prolifération bactérienne en cas de forte chaleur. À Carreau, des contre-analyses ont été effectuées par l'ARS et donnent de nouveaux résultats conformes à la baignade. On reste sur le littoral martégal, séquence exploration dans l'anse des Laurons. Il y a 3 épaves, dont une scrutée de près par les archéologues. L'épave a près de 400 ans, autant dire que c'est un sujet d'étude privilégié et passionnant pour les étudiants également. On vous propose de replonger dans ce reportage martégal réalisé au printemps dernier par Sandrine Calvérac. Depuis le 8 avril, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines fouille l'épave Lauron 11 située dans l'anse des Laurons à Martigues. Un travail de fourmi. Très délicatement parce qu'effectivement ce sont des bois qui ont passé pas loin de 400 ans sous l'eau et qui du coup sont d'une très grande fragilité et on a besoin d'aller prendre toutes les informations encore disponibles. On a des essences majoritairement méditerranéennes, on va avoir du pin d'Alep, du pin pignon, du chêne vert, aussi peut-être du pin de Bosnie qui est une essence qui vient d'une partie particulière de la Méditerranée. On va faire des prélèvements, on appelle ça xylologique, de manière systématique pour savoir à chaque fois quelle essence a été choisie par les charpentiers. Et là, le pin de Bosnie, en fait, on pense que c'est plutôt des planches de réemploi d'un autre bateau qui ont été réutilisées sur ce bateau-là, qui lui n'a pas la capacité nautique pour traverser la Méditerranée. Un chantier école qui accueille petits et grands, écoliers et étudiants ont pu découvrir, apprendre grâce aux anciennes mais aussi aux nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette épave au Lauron ? C'est particulier parce que pour l'époque elle est très très bien conservée et donc nous c'est vraiment super de travailler dans ces conditions-là, de pouvoir sortir le bois, de le travailler vraiment de A à Z, on le sort, on le dessine, on le traite, on le modélise en 3 dimensions.
Comme ça, on fait toute la documentation pour après soit le mettre à l'eau, soit pouvoir le conserver au drasme. Et donc pour nous, c'est vraiment génial de pouvoir faire tout de A à Z et d'être avec des spécialistes qu'on a en plus eu en cours, donc qui nous ont formés à la théorie et là qui nous montrent directement la pratique ici. Le chantier s'achèvera le vendredi 19 avril et reprendra l'année prochaine à la même période pendant une dizaine de jours. Et sachez que cette épave baptisée l'Oron 11 n'est pas destinée à être sortie de l'eau ni même à être exposée dans un musée. La ville de Martigues songe d'ailleurs à créer un sentier sous-marin afin de l'observer dans les meilleures conditions. On parle sport, on y revient et cette fois football avec l'Olympique de Marseille en plein mercato, vous le savez, en présence de Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli. Le club olympien a présenté plusieurs nouvelles recrues hier à l'Orange Vélodrome. On vous en parlait hier. Ismaël Koné, Derek Cornelius et Pierre-Émile Heubière. On va s'entraîner pour toute la saison. Ce dernier est l'un des gros coups de l'été marseillais en matière de recrutement. Le milieu de terrain danois est un joueur très expérimenté. Il a également pour lui la maîtrise de la langue française. Il nous explique comment se passe son intégration au sein du groupe marseillais. Écoutez. C'est vrai que comme je parle la langue pas mal, ça fait que la connexion vient un peu plus vite. Et après le foot, à la fin, c'est une langue. Et oui, tout le monde m'a accueilli très bien. Et ce que je sens ici avec le président et M. Ravanelli, avec la section sportive aussi, avec le coach, le staff et tout le monde autour, je sens vraiment le foot dans le sang. Et ça, je prends le sourire quand je vois ça et je sens ça parce que moi aussi j'aime le foot. Je pense au foot 24 heures sur l'heure. Et à la fin, si tu veux avoir les grandes ambitions, il faut bien travailler, mais aussi il faut penser le foot tout le temps. Et je sens ça ici. Ça fait beaucoup de bien. Et les gens, comme j'ai dit avant, m'a très bien accueilli. Et à la fin, c'est de faire le boulot sur le terrain, mais aussi de faire de belles expériences en groupe. Des propos recueillis par Karim Attab. Prochaine conférence de presse olympienne demain mercredi à 14h30 pour les présentations des deux nouveaux gardiens, Geronimo Rulli et Geoffrey Delange, et puis celle du milieu de terrain offensif Valentin Carboni. De recrue en recrue, l'attaquant du RC Lens, Eli Wahi, accueilli en grande pompe hier soir par les supporters à l'aéroport de Marignane, a passé ses tests médicaux aujourd'hui avant de signer officiellement avec l'OM. On y revient évidemment dans le bar des supporters en seconde partie de programme. Et puis ouverture du championnat pour l'OM samedi à 17h. Ce sera en déplacement à Brest. Rien n'est moins sûr pour la participation d'Ismaël Koné en raison d'un petit problème de cheville. Affaire à suivre. On termine par du ciné, la sortie nationale demain de Golo et Ricci, un film documentaire dédié à ces deux stars des réseaux sociaux au cours de leur périple de Marseille à Grigny. Les deux trentenaires sont suivis par 1,5 million de personnes sur Snapchat, 700 000 sur Instagram ou encore 500 000 sur TikTok. Ça fait beaucoup. Et consécration, leur histoire se raconte désormais sur grand écran. Une aventure humaine, sensible pour ces deux amis hors du commun. Écoutez les réactions recueillies lors de l'avant-première il y a tout pile un mois. C'était au pâté Plan de Campagne au micro de notre monsieur ciné Jeff. Celui qui pose une question restera bête 5 minutes. Celui qui n'en pose pas restera bête toute sa vie. Tu préfères rester bête 5 minutes ou toute ta vie? Tu te prends vite. Malgré sa maladie, Richie c'est un mec qui est super développé. Richie, je suis passé à l'école. Ils m'ont dit on peut pas le reprendre. Tu vas pas rester au quartier à rien faire? Ah si, je reste dans le game. Mais y a pas de game. Bon, c'est pas grave. On va faire Marseille, Grigny à vélo. J'ai rigolé tout le long du film. Et on s'est régalé. Hein. Vous les suivez depuis longtemps? Ouais, moi ça fait longtemps. Ouais. Ça fait depuis quand il a montré la vidéo avec le vélo. Voilà, la première vidéo. Quoi. Ça fait quoi? Je peux mettre Snap de mon téléphone, genre? J'ai pas Snap. Alors, il va falloir passer à Snap maintenant. J'ai trop aimé et c'est vrai que les autistes ils sont rarement mis en avant.
Et là, franchement, ça fait plaisir, quoi. C'est des gens comme nous, il faut se le dire. Et le fait de les avoir vus là, c'était comment alors? Parce que là, ils sont encore plus drôles en vrai. C'est encore mieux en vrai que sur Snap. Ah, il était incroyable le film. Non, ouais. Franchement, il était bien. J'ai bien aimé, il était authentique. Non, franchement, c'était une belle découverte. Enfin, je les connaissais déjà avant, mais leur film, je trouve, était pas mal, vraiment. Et ça fait mi-documentaire, mi-film, et franchement, on a beaucoup aimé. Ouais, c'est un bon mix. Ouais, c'est ça, exactement. On ressent le côté famille dans ce film. C'est magnifique, c'est une histoire qui est super. Et je pense que le film va cartonner et j'espère qu'il va y avoir une suite qui vont faire le tour de l'Europe, le tour du monde. Ils ont parlé de l'Afrique, donc c'est très beau, c'est émouvant, c'est une belle histoire d'amitié et aussi ça met en valeur les quartiers et ça c'est chouette. Ils sont présents pour le public, ils sont généreux, on peut prendre des photos. Ça c'est magnifique et puis il y a eu un long échange aussi, ce qui n'est pas toujours le cas et là ça l'a été, donc ils ont été très généreux. Envie d'aller les suivre après sur les réseaux? Oui bien sûr, oui, je vais aller sur Allociné, je vais faire la critique et je vais partager sur les réseaux pour encourager le film à faire le million. J'ai été très touchée par cette authenticité, l'amour qui se ressent au-delà du film et oui, c'est vraiment les deux mots que je retiendrai de ce film. Et alors, qu'est-ce que j'ai ri. Il y a longtemps que j'avais pas autant ri. C'est super important de voyager. Elle veut que tu restes un peu avec elle. Vas-y, reste avec elle, toi. Le fait de rencontrer les gens, si j'avais pas voyagé, je connaîtrais rien. Je serais pauvre. Vous croyez qu'on va s'arrêter maintenant? Putain, Réti! Voilà, j'aime bien! Golo et Richie, documentaire signé Ahmed Hamidi et Martin Fougerolles à l'affiche donc dès demain au multiplex Le Palace, au Pâté Plan de Campagne et puis au Pâté La Joliette à Marseille. Allez-y. On termine par quelques bons plans sortis du rire sur la Côte Bleue. Applaudissez Anthony Joubert ce soir à Carry. L'humoriste présente son nouveau spectacle au profit d'une bonne cause, la recherche contre les cancers pédiatriques. Rendez-vous donc ce soir à 19h30 au Théâtre de Verdure. Billetterie sur place. Et puis, les fêtes de l'étang se poursuivent à Saint-Mitre-les-Remparts. Depuis le début de l'été, ce nouveau festival vous invite à découvrir l'étang de Berre autour de temps forts, qu'ils soient scientifiques, sportifs, gustatifs et ludique. 7 communes riveraines participent à cet événement successivement. Événement, on va le préciser, inédit, orchestré par le JPREB, le syndicat mixte pour l'étang, jusqu'à la fin du mois. Alors après Miramas, Martigues, Istres, Rognac, Saint-Chamas, c'est donc au tour de Saint-Mitre de dérouler le programme cette semaine. Et c'est un beau programme qui vous attend. L'occasion de célébrer l'étang sur tous les fronts. D'ailleurs, ce soir, dès 19h, rendez-vous plage de Massane pour la cuisine du chef au bord de l'étang. Et puis demain après-midi, entre 15h et 18h, toujours à la plage de Massane, ne manquez pas le passage de la caravane du bureau des guides, un mini labo en mode cabinet de curiosité pour activer des protocoles, des expériences, des jeux autour du rapport entre l'étang et le plastique. C'est le bon geste citoyen pour vos enfants pendant ces vacances, c'est gratuit, profitez-en. Allez, c'est le moment de laisser la main pour la suite du programme. Juste avant les prévisions de Paul Marquis, prévisions météo, vous allez le voir, le temps change pour cette veille de 15 août. Très belle soirée à tous sur Maritima TV. À demain, même heure, même endroit.